Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Tout de suite, les grands titres. La police nationale du Rwanda a reçu cet avant-midi une délégation de la police du Botswana en visite au Rwanda. À l'agenda s'inscrit l'échange de partenariat entre les deux pays ainsi que la promotion des académies des polices de part et d'autre du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La police nationale du Rwanda a reçu cet avant-midi une délégation de la police du Botswana en visite au Rwanda. À l'agenda du jour était inscrit l'échange sur le partenariat des deux pays en matière du travail ensemble entre la police des deux pays et la promotion des académies des polices de part et d'autre. Le détail avec Kassim Issouf. La police du Rwanda a en outre présenté à son homologue du Botswana certaines activités où elle intervient, notamment dans le maintien de la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du pays où elle est déployée et dans le domaine sanitaire et de développement durable. Le commissaire adjoint de la police du Botswana, Femelo Ramakuruane, a fait savoir que lorsque le président de la République, Paul Kagame, a visité en 2019 son pays et particulièrement la police du Botswana, cela les a encouragés à accroître le partenariat dans différentes activités et c'est pour cette raison que la police du Botswana a souhaité visiter le Rwanda et signer des accords de coopération dans différents domaines, d'autant plus que le Rwanda est aujourd'hui un pays qui sert de modèle à d'autres suite à son expérience dans l'instauration rapide et le maintien de la paix en citant l'exemple de Cabo Delgado au Mozambique et partout ailleurs où la police du Rwanda a apporté sa contribution dans le maintien de la paix et la sécurité. Actualité nationale, le Rwanda a rendu un dernier hommage ce lundi au professeur Kalisa Mbanda, qui était président de la Commission nationale électorale, décédé le 13 janvier dernier. Une messe de requiem à son honneur a été célébrée à l'église Regina Pacis de Remera en présence des différentes autorités et de nombreuses personnalités, familles, amis et connaissances du regretté. Le professeur Kalisa Mbanda a été désigné président de la Commission nationale électorale en 2012 en remplacement du professeur Chrysologue Karangwa. Le professeur Mbanda était titulaire d'un doctorat en biologie obtenu à l'Université catholique de Louvain en Belgique. À part la Commission nationale électorale, le professeur Mbanda était aussi président d'honneur de l'Université libre de Kigali, ULK. Tout au long de sa vie, il a également servi le programme des Nations unies pour le développement, PNUD, de 1990 à 1995 et a été doyen de la faculté d'agronomie à l'Université nationale du Rwanda de 1995 à 1998. Le professeur Mbanda a travaillé aussi au ministère des Finances et de la Planification économique entre 2000 et 2003. Que son âme repose en paix. Culture à présent, les spécialistes du monde de la culture estiment qu'il faut renforcer davantage la culture du livre pour accélérer le développement du pays et la reconstruction de la société qui a longtemps été dominée par la culture de l'oralité. Le détail avec Jean-Damascène Manichim. Avant de rencontrer le monde occidental, le Rwanda était dominé par la tradition orale. La communication traditionnelle se basait sur l'oralité qui pouvait s'accompagner des fois du son du tambour. Cette oralité tient du fait que les Rwandais ne connaissaient pas l'écriture, il n'y avait aucun médium permettant une communication écrite et les Rwandais accordaient une grande importance à la parole et étaient convaincus que la parole doit se partager. Dès 1900, les missionnaires européens s'introduisent au Rwanda. Avec cette arrivée, l'école moderne a été initiée. Les Rwandais ont vite répondu à cet appel et l'enseignement de type occidental a été rapidement répandu dans plusieurs coins du pays. Cependant, malgré la scolarisation qui prenait de l'ampleur,
Des fois, l'on déplorait la persistance de la dépendance à l'oralité, ce qui handicapait l'acquisition de lire et d'écrire. Malgré cette situation, la lecture reste la source du savoir et le livre la principale source d'information ainsi que la réserve permanente du savoir et de la culture. Cela s'explique par le fait que l'écrit résiste mieux aux contingences de l'oralité telles que l'altération du message, l'oubli et les difficultés de transmission du message oral. Les personnes avisées dans le monde culturel estiment qu'il faut multiplier les efforts pour accroître la culture du livre au Rwanda. La culture de la lecture, il faut la renforcer parce qu'elle est là. Même si elle est très petite, elle est là. Chaque personne aime lire. Et il faut savoir lire. Donc lire en français, écrire en français, rencontrer des écrivains qui écrivent des livres en français, rencontrer la langue française, pas le livre, et les gens qui écrivent, qui dessinent, parce que la langue se dessine, la langue s'écrive, se parle, se joue. Les discussions souvent organisées autour du statut du livre au Rwanda estiment aussi que l'industrie du livre doit être appuyée pour disponibiliser davantage les livres à lire et permettre aux écrivains de produire des livres qui attirent plus l'attention des lecteurs. D'autre part, les écrivains estiment que le Rwanda, comme un pays meurtri de par son passé sombre, a besoin d'une écriture plus abondante qui permette à la société de se reconstruire. Merci à Jean-Damascène Manishimwe. Avant d'introduire l'invité du journal, je voudrais commencer par partager avec vous quelques extraits tirés de la revue Vie et Sociale, enjeux contemporains de l'écriture. Le titre, Lorsque écrire nous construit, d'une écriture contrainte à l'écriture de soi, de Stéphanie Laura Gouvernec. J'ai toujours écrit, non pas toujours, mais les mots ont toujours fait partie de ma vie. Ils m'ont rassuré souvent, apeuré parfois, construite indéniablement, telles des discrètes pierres posées en arrière de chacun de mes pas pour chaque étape de vie. Les mots, la mélodie des textes lus, écrits, ont chaque fois accompagné délicatement ma main pour avancer. Ils m'ont soutenu aussi, béquille de mes vulnérabilités diverses. Et puis un jour, mon aventure envers les mots s'est avérée plus surprenante que jamais. Les mots ne m'ont plus accompagné, non, ils m'ont dévancé. Ils ont un matin d'hiver qui ne serait plus jamais, comme les autres, comme pris d'assaut ma pensée pour la relever à moi, voir à soi, sortie de l'obscurité, pour se dévoiler au grand jour dans un face-à-face que je pouvais dès lors plus ignorer ou bannir, mais assumer pleinement. Mon aventure en écriture allait s'avérer plus étonnante que prévu. Mon invité est Rurangwa Jean-Marie Vianney, écrivain, poète, dramaturge, essayiste, professeur de français, directeur artistique de la troupe culturelle Izuba. Nous allons parler de l'écriture qui construit dans un Rwanda qui s'est reconstruit. Bienvenue à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je vous remercie beaucoup. Alors, à quel moment peut-on parler de l'écriture qui construit? Au moment, c'est bon, voyons. Donc, on peut parler de l'écriture qui construit lorsque on commence à exprimer un discours qui détruit ou qui contredit l'écriture qui détruit. Oui. Pendant de longues années, beaucoup de ceux qui écrivaient au Rwanda, qu'on appelait les intellectuels, ont malheureusement failli en utilisant les écrits pour diviser leurs compatriotes, aussi au Rwanda, avec des conséquences désastreuses pour la société. Oui. Et comment avez-vous vécu ce moment, vous qui êtes écrivain, en découvrant les écrits de ces écrivains anciens qui ont détruit le pays? Oui. Il faut dire d'abord que ce n'est pas seulement les écrivains qui ont fait le gâchis social de la société rwandaise. On peut partir des écrits qui ont été faits par les premiers visiteurs du Rwanda. J'entends ici les explorateurs, les missionnaires et les colonisateurs. Quand ils sont venus, ils ont observé le peuple rwandais, un peuple qui était culturellement homogène, et imbu des théories racistes qui étaient en vogue vers la fin du XIXe siècle en Europe, tels que les écrits de
Georges Vacher de la Pouge, Houston Stuart Chamberlain ou Joseph Arthur de Gobineau, des livres, des penseurs qui stipulaient qu'il y avait des races inférieures et des races supérieures. Et ces missionnaires, ces premiers visiteurs du Rwanda qui sont venus, ils étaient imbus de ces théories racistes et ils ont commencé à observer la société rwandaise à travers le prisme de ces théories racistes. C'est ainsi qu'ils ont commencé à diviser, à répartir le peuple du Rwanda en trois catégories. Ils ont dit que les Tutsis n'étaient pas des Rwandais, que c'était des Hamites, des Blancs qui avaient été noircis par métissage avec les Noirs, ou alors des Blancs noircis par le soleil d'Afrique, et que les Hutus étaient des gens qui étaient venus des bords du lac Tchad, et que les Tois étaient venus de la forêt équatoriale. Donc un peuple qui ne s'était jamais, un peuple dont les composantes n'avaient jamais dit qu'elles venaient d'ailleurs, les voilà qu'on leur donne, on donne justement ces trois groupes constitutifs du peuple rwandais, des origines étrangères. Et on a fait un de ces groupes le propriétaire légitime de la terre du Rwanda, et deux autres, dont les Tutsis, on a fait des étrangers, des envahisseurs étrangers. Et ces théories ont été développées, ont été réécrites, ont été reprises par des intellectuels rwandais, si bien qu'en 1959, il y a eu déjà une idéologie raciste qui a fait qu'il y a eu des exils, des pogroms anti-Tutsis, qui ont occasionné des exils et tout ce qui en est suivi. Oui, une question me vient à l'esprit. Oui. Est-ce que tout le monde peut écrire? Tout le monde peut écrire? Ou tout le monde doit écrire? Mais non, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas écrire. Hein. Écrire, comment dire, il faut avoir la capacité, il faut avoir la maîtrise de la langue, il faut avoir les idées, il faut avoir le talent. Donc, c'est pas tout le monde qui a le talent, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'écrire. Mais évidemment, si on peut écrire, juste le fait d'écrire n'importe quoi, on peut le faire. Mais comment écrire pour construire? Alors, on construit, d'abord, il faut être sensible. On est conscient d'un problème qui a été causé par des écrits pernicieux. Alors, si on est un auteur engagé, un auteur patriote, un auteur qui aime ses compatriotes, qui aime son pays, qui aime son peuple, évidemment, on peut écrire des choses qui contredisent les livres qui ont été écrits dans le sens négatif. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut parler des écrits qui construisent. Oui. L'éducation à l'écriture doit commencer très jeune. Et dans un pays comme le Rwanda, qui a connu un destin tragique, quel travail doit être fait pour forger les jeunes esprits, pour mieux connaître leur histoire, afin que les dictons plus jamais ne soient pas un simple slogan? Oui, voilà. Quand on dit que les gens, les dirigeants de la Première République ou de la Deuxième même, avaient adhéré à l'idéologie raciste, c'est parce que cette idéologie raciste anti-Tutsi leur avait été inculquée dès leur jeune âge. Et vous savez que le racisme qui est en fait qui est sous-tendu par les préjugés, les stéréotypes négatifs, ça s'apprend en famille, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend dans tous les milieux de la socialisation, que ce soit la famille, l'école, le voisinage, les institutions totales, etc. Donc, pour que, par exemple, le plus jamais ça ait un sens, pour que le plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens, il faut que nos jeunes, nos enfants, soient éduqués dans la voie du patriotisme, dans la voie de la tolérance et du respect de la vie de l'autre. Et c'est ainsi que, pour moi, il faut qu'on leur apprenne à lire. Il faut qu'on leur apprenne à lire, à écrire, déjà à l'école secondaire jusqu'à l'université. Est-ce qu'il y a un travail qui est déjà fait à ce niveau-là? Je pense que maintenant, l'organe qui est chargé dans l'organe REB, je dis en français, donc Rwanda Education Board en anglais. Voilà, c'est ça, est en train de chercher à rendre disponibles des écrits, des livres qui construisent, donc les rendre disponibles dans les écoles,
Comme ça, les élèves vont s'habituer, vont apprendre les valeurs positives de la société, de notre culture, déjà à l'école. Et comme ça, ils vont grandir avec. Parce que on dit que c'est l'enfant est le père de l'homme en psychanalyse. Donc on est ce qu'on a été. On devient en fait ce qu'on a été quand on était petit. On est le produit de ce qu'on a fait de nous, en fait. Ouais. Si on éduque l'enfant dans le racisme, évidemment, cet enfant sera raciste. Si on éduque l'enfant dans le respect de la vie de l'autre, dans l'amour du prochain, dans l'amour de la patrie, évidemment, il sera un bon citoyen, un bon patriote. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, et le dernier en date, sorti l'année dernière, Au-delà de l'imaginable, ou Le destin impensable du jeune Rwandais Jean Kabalisa. Que nous réservez-vous pour cette année 2023 ? Bon, alors, j'ai un livre en chantier. C'est un livre qui a été, qui a eu une subvention du Conseil des arts du Canada. C'est un livre que j'ai, dont le titre est « Je suis noir, d'accord, mais ». C'est une réaction que j'ai eue face à la mort de ce noir américain, George Floyd, quand il fut mis à mort par la police de Minneapolis. Et là, j'ai réagi, j'ai écrit un article que j'ai appelé « Au-delà du crime de Minneapolis ». C'est-à-dire, au-delà de ce geste-là d'étrangler, d'étouffer ce jeune noir, il y a tout un tas de facteurs racistes. Et c'est ça que j'ai développé dans mon article. J'ai étudié le racisme sous toutes ses formes. Et ça m'a inspiré aussi un livre que je suis en train d'écrire, que je n'ai pas encore fini. Et donc, un livre sur fond de racisme, un roman cette fois-ci sur fond de racisme. Et c'est ça que je prévois finir et que j'entends présenter la prochaine fois. Merci beaucoup à vous, Monsieur Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes écrivain rwandais et nous vous souhaitons une bonne continuation avec ces livres que nous attendons avec beaucoup d'envie. Je vous remercie beaucoup. Restez avec nous pour découvrir le reste de l'actualité nationale. La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, est attendue au Rwanda ce mardi pour une visite de travail de 3 jours. Le Fonds monétaire international, FMI, appuie le Rwanda dans différents domaines de développement et sa directrice a récemment approuvé un don d'environ 300 milliards de francs rwandais pour le pays pour financer la relance économique à travers le développement de l'économie verte. Les détails avec Kassim Youssouf. Cette visite est pour certains d'une grande importance suite au partenariat de cette institution financière avec le Rwanda avant et après la pandémie, où sa direction a affiché la volonté d'appuyer le Rwanda dans la relance de son économie que la pandémie de Covid-19 avait affectée. C'est une visite de soutien. En fait, comme je l'ai dit, le Rwanda est le premier pays en développement, le premier pays d'Afrique qui a eu accès au fonds de résilience et de sustainability. Donc ce fonds est nouveau, mais en fait le fait que le Rwanda soit le premier pays, c'est-à-dire qu'en fait ça démontre que le Rwanda fait tout son possible justement pour répondre à toutes les conditions exigées justement pour atteindre pour accéder à ce fonds. Donc si le Rwanda a atteint rencontré toutes les conditions exigées, c'est-à-dire qu'en fait, il a besoin d'être appuyé. Et cette visite, en fait, c'est un signe d'appui du côté de MF, un signe d'encouragement pour dire, OK, on est avec vous, on sait que vous avez des problèmes encore à surmonter, mais on est toujours avec vous et on est prêt à vous aider pour le présent, mais aussi dans le futur. On a observé, en fait, que en dépit des défis qu'on a observés pendant la période de Covid, le Rwanda a fait tout son possible en fait, pour se remettre sur les rails. On espère que à la fin on n'a pas encore eu des rapports sur l'année 2022, mais on espère qu'en fait les rapports vont montrer qu'en fait on a
par exemple, atteint une croissance économique d'à peu près 6, même plus. On espère que ce sera possible. C'était l'objectif que le gouvernement s'était fixé. Mais on espère qu'en fait, on a atteint cet objectif. 7,8 pour le trimestre. Tu vois, donc pour toute l'année, si on atteint une performance allant au-delà de 6%, en fait, on aura atteint l'objectif du gouvernement et on sera parmi les pays qui ne sont pas nombreux, qui ont en fait une économie qui a pu vraiment se remettre sur les rails après la période de Covid. Le Fonds monétaire international a récemment approuvé une enveloppe de 315 millions de dollars américains à accorder au Rwanda pour la volonté politique qu'il a affichée en ce qui concerne la préservation de l'environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. Les accords de ce don stipulent expressément qu'il sera utilisé dans des activités visant la lutte contre des gaz à effet de serre en vue de l'édification d'une économie stable. Des experts en matière de préservation de l'environnement estiment que cette enveloppe va beaucoup aider dans la transformation du bien-être social. La chef de mission du département Afrique-Rwanda au Fonds monétaire international, Haimanot Tefara, indique que le Rwanda est le premier pays en Afrique à qui le Fonds pour la résilience et la facilité durable a accordé son appui pour faire face aux effets du changement climatique. The IMF Executive Board approved Rwanda's request for support under the IMF's new resilience and sustainability. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la requête du Rwanda par le biais du Fonds pour la résilience et la facilité durable et les instructions y relatives ont été approuvées qui placent le Rwanda en tête des pays africains à obtenir cet argent visant à aider le pays dans sa lutte contre le changement climatique et la révision de la législation qui va aider dans l'utilisation de cet argent. And contingent on successful completion of scheduled PCI reviews. Le Fonds pour la résilience et la facilité durable vise à aider les pays en voie de développement d'éviter l'instabilité suite au changement climatique. Le Rwanda va recevoir une enveloppe de 315 millions de dollars qui sera versée par étapes en se basant sur les instructions de ce programme et la période de son utilisation sera fixée. Au cours de sa visite de 3 jours au Rwanda, la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, aura des entretiens avec différents dirigeants du pays et il est prévu qu'elle visitera le parc écologique de Nyandungu. Parlons à présent francophonie, dans le cadre de festivités marquant le 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette organisation a initié divers projets de développement, dont la francophonie avec elle. Pour en parler, je suis dans ce studio avec ma consoeur Amandine Dukou-Massabo. Bon après-midi Amandine. Pouvez-vous nous parler brièvement de la francophonie avec elle ? Merci. Pour parler de la francophonie avec elle, on devrait retourner un tout petit peu à l'époque du début de la crise sanitaire qui a été imposée par la Covid-19. Alors, parce que la francophonie était en train d'organiser en 2020 le 50e anniversaire de l'existence de cette organisation, ils ont essayé de mettre en place, parce qu'ils ont mené une étude. Et cette étude a fait observer que la plupart des crises globales affectent le plus les femmes. Alors, pour accompagner la femme dans le relèvement digne et aussi pour affronter dans les autres crises à venir, ils ont créé le fonds La francophonie avec elle. Et c'est comme ça que ça a été créé. Et quelle est la situation actuelle de ce projet par rapport aux objectifs fixés au départ? Voilà, à partir du moment où il a été mis en place, ce fonds a été mis en place, il y a eu 3 éditions. Et pour l'édition actuelle, par exemple, il y a 54 projets. Et ces 54 projets vont être financés par plus de 3 millions d'euros. Et pour une somme importante, on pourrait se demander comment se fait la sélection. Par exemple, l'année dernière, en novembre, le comité de ce fonds s'est mis en place, s'est réuni pour choisir les 54
projets qui ont été mis ou bien qui sont en train de couvrir 24 pays. Et c'est 11 000 femmes qui sont en train de bénéficier de ces projets. Et surtout, le plus important, c'est que c'est les femmes qui sont plus vulnérables pour qu'on puisse leur donner la chance de se relever et aussi affronter les crises à venir. Quels résultats peut-on attendre de ce projet? Pour ce projet, donc, le premier résultat, c'est de voir la fille et la femme se développer financièrement, mais surtout qu'elle soit libre de choisir dans tous les domaines de la vie, ne pas se sentir derrière parce qu'elle est freinée par plusieurs crises ou bien les impacts des crises. Voilà. Merci beaucoup, Amandine, pour cet éclairage. Nous allons poursuivre donc ce journal avec des ingénieurs en construction qui indiquent que le programme de construction des villages doit être réalisé en parallèle avec le perfectionnement de la conservation d'eau issue des maisons de ces villages, car en plus de lutter contre l'érosion, l'eau récupérée peut servir dans différentes activités des habitants de ce village. Suivons les explications avec Kassim Youssouf. C'est un village en construction au sommet de la colline dans la cellule de Murindi pour la relocalisation de 60 familles habitant dans des zones à risque. À proximité de ces maisons, 6 énormes réservoirs de conservation d'eau d'un volume de 1000 m3 sont également en construction. Et l'un des problèmes majeurs que nous avons dans le pays est l'érosion. Lorsque nous construisons de tels réservoirs qui retiennent beaucoup d'eau, nous envisageons un moyen peu coûteux. Ces réservoirs sont souterrains et les robinets seront là-bas. Certaines de ces maisons en construction sont en étage et disposent des appartements de 3 ou 2 chambres selon les familles qui les occuperont. Partout où des villages où beaucoup de personnes sont relocalisées, l'on est confronté au problème d'eau qui peut causer l'érosion et ceux qui suivent de près les activités de ce projet disent que des réservoirs pour la conservation d'eau provenant des maisons du village servira également à pratiquer l'irrigation pour les potagers qui seront installés dans le village. C'est un exemple de village construit de manière à préserver l'environnement. Par exemple, les briques utilisées ici, elles sont mises au four sans qu'il y ait abattage d'arbres, ou les planches qui sont utilisées sont vérifiées si elles proviennent d'arbres mûrs. Ce village est donc construit de manière que toute l'eau est conservée à 100% et qui sera utilisée dans différentes activités domestiques et dans l'irrigation des cultures qui résistent au changement climatique. Le district de Gicumbi est composé d'un relief de hautes montagnes qui entraîne l'érosion et par conséquent l'éboulement de terrain qui provoque beaucoup de dégâts, dont la détérioration des cultures. Il n'y a pas de statistiques connues des personnes vivant dans des zones à risque, particulièrement dans les secteurs comprenant la zone des hautes montagnes dans ce district. Le vice-maire en charge des affaires économiques de ce district, Ouera Parfaite, indique que plus les moyens sont disponibles, plus de villages sont construits pour la relocalisation des habitants qui sont dans des zones à risque, ajoutant cependant que les personnes ayant des moyens devraient quitter ces zones sans attendre l'aide du gouvernement. Il y a une personne qui réside dans une zone à risque parce que c'est là où se trouvent ses racines, mais avec la capacité de pouvoir se déplacer dans n'importe quelle autre zone. C'est donc une sensibilisation où une telle personne peut changer de mentalité et déménager, mais pour ceux qui sont vulnérables, nous collaborons avec les instances de base pour connaître ceux qui sont plus dans le besoin afin de pouvoir les aider. Il est prévu que les travaux de construction du village moderne de Murindi dans le secteur de Kaniga seront achevés en juillet prochain pour un coût de 3 milliards et 130 millions de francs rwandais, où chaque maison est estimée à 52 millions de francs rwandais.
C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, je vous souhaite de passer une excellente après-midi en notre compagnie.